Bonjour, bienvenue à cette séance sur la fraude. Je me présente, je suis l'agente Valérie Simard, préventionniste à la police de Longueuil, ainsi que ma collègue Annie Ricard à la section SPVRC qui est au niveau de la prévention, au niveau des fraudes et au niveau des secteurs de Saint-Hubert. On nous a demandé de venir faire une petite capsule pour le projet Virtuor, alors ça nous fait plaisir d'être ici. Alors, on va commencer. Les fraudes. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets au niveau des fraudes. Le type de fraude, les définitions. On va vous expliquer c'est quoi la fraude. Quelques conseils pratiques pour ne pas vous faire prendre. Quoi faire si vous êtes victime de fraude. Les mythes à détruire. Puis, après ça, à la fin de la session, on va vous donner des ressources afin que vous puissiez aller les consulter. Au niveau des fraudes, il y a plusieurs facettes. On va essayer de décortiquer chacune. Il y a une place aux questions à la fin également et on va vous donner les endroits à les consulter pour avoir la suite des informations. Donc, pour la fraude, on va parler de celle qui est relative aux organismes de bienfaisance. Donc, à ce niveau-là, on vous demande de vérifier si vous avez des doutes au niveau de la personne qui vous demande ce service-là, de ne rien donner, ni argent, ni données bancaires, ni les informations sur les cartes de crédit. Donc, ces organismes-là ont besoin d'un permis qui peuvent être validés lorsque vous les rencontrez. Mais c'est vraiment important de ne pas donner ces informations personnelles à ce moment-là si vous faites un don à cet organisme. Par la suite, si vous donnez les renseignements personnels, on vous demande de communiquer avec cet endroit-là et de valider l'organisme avec le numéro de permis qui est inscrit et de s'assurer que c'est une source qui est sûre. Parce que par la suite, vous ne pourrez pas récupérer cet argent. La deuxième fraude qu'on va vous parler, c'est la fraude par téléphone cellulaire. Donc, on vous demande de faire un texto qui est écrit « Stop » ou « Arrêt » pour faire cesser les envois de messages qui sont envoyés à une adresse qui est prise en particulier, que ce soit votre adresse personnelle ou une adresse de compagnie, pour mettre fin à l'abonnement s'il y a eu par erreur un clic qui a été fait ou un ajout à un lien qui a été fait par erreur. Aussi, on vous demande de jamais donner vos numéros de téléphone ou vos numéros de carte bancaire s'il y a un numéro qui est affiché que vous ne connaissez pas. Par la suite, ne composez jamais les numéros qui sont le 1-900. Vous n'envoyez pas de texto également à ces numéros, sauf si vous connaissez le montant d'argent qui est demandé ou des conditions qui sont envoyées parce que vous avez fait des démarches envers une personne concernée pour un transfert. Oh. Moi, je vais vous parler des fraudes liées à l'emploi. Souvent, on reçoit des téléphones ou sur Internet, ils disent « Voulez-vous de l'argent rapide? Communiquez avec moi, je peux vous offrir un emploi à la maison pour un supplément d'argent. » Alors, il n'y a jamais de raccourci vers la richesse. Puis, les seuls à s'enrichir, c'est les fraudeurs. Que souvent, ces personnes-là, vous allez dire « Oh oui, ben, je vais me faire un petit montant de plus » ou « J'ai du temps de libre, j'ai du temps libre. » Alors, vous les appelez, puis souvent, ben, c'est peut-être des fraudeurs. Alors, comme on dit, il faut que vous soyez prudent. On n'envoie jamais vos coordonnées bancaires à quelqu'un que vous ne connaissez pas et en qui vous n'avez pas confiance. C'est-à-dire, il va dire « Ah, ok, ben parfait, tu vas pouvoir travailler la semaine prochaine, mais je vais avoir besoin d'un chèque ou ton numéro de compte, en fait, déposer l'argent dans ton compte. » Si vous encaissez des faux chèques aussi, la banque pourrait vous tenir responsable, c'est-à-dire la personne, elle peut « Ah, je vais te payer en chèque », donne un chèque, c'est un faux chèque, puis là, là la banque s'en rend compte après plusieurs transactions, puis là, vous dites « Ben, je ne le savais pas », mais la banque pourrait dire « Oui, mais c'est vous qui les avez encaissés, c'était votre responsabilité de vérifier si c'était un vrai chèque. » Alors, il faut faire attention. Puis, ne prenez pas de décision sans l'étudier. Okay? L'offre attentivement. Tu sais, comme on dit, bon, c'est du 20 heures semaine, vous faites tel emploi, vous allez avoir cet argent-là. Vérifiez si c'est vérifiez comme il faut. Y a-t-il un contrat? Faut que tu signes un contrat? OK, mais c'est quoi le travail en tant que tel? Est-ce que je vais devoir donner de l'argent par la suite pour acheter des choses pour les vendre après? Faites attention à ça. Puis, si vous n'êtes pas sûr, allez chercher des conseils auprès de votre parenté ou des gens du domaine de l'emploi pour demander si cet emploi-là est véritable et
si c'est ou c'est une fraude. Oh, désolée, c'est un peu... oh. Parfait. Fraude du besoin d'argent urgent. Ça, on en voit beaucoup en tant que policier. Là, les gens ils disent qu'ils ont besoin d'argent, ils nous pressent, on se sent mal. Ça, il faut faire attention, c'est vraiment très répandu. Les fraudeurs comptent sur le fait que vous allez agir rapidement pour aider un être cher. On parle souvent aussi, tu sais, les grands-parents, ils se font appeler « Ah, la police a arrêté votre petit-fils. » Puis là, ils disent « Ah oui, David, ah oui, c'est ça. Puis là, on a besoin d'argent, sinon il est pris à l'étranger aux États-Unis. Puis là, on va le libérer. Puis là, ils vous pressent. Là. Ben là, dépêchez-vous parce que sinon, il ne pourra pas revenir, il va être arrêté. » Que là, vous, en tant que grands-parents, vous voulez aider votre petit-fils. Alors, vous allez à la banque, vous allez retirer de l'argent et par la suite, leur envoyer. Alors, n'envoyez jamais d'argent à quelqu'un que vous, comme on l'a dit, que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas confiance. Puis avant d'aider quelqu'un, là, assurez-vous d'avoir bien vérifié son identité. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, ben attendez, je vais faire des vérifications. » Vous raccrochez, vous dites « Ben rappelez-moi dans 5 minutes. » Vous appelez peut-être votre petit-fils ou vos enfants pour dire « Est-ce que votre petit-fils est... » Puis là, vous allez peut-être... ils vont vous dire « Ben non, il travaille. Aujourd'hui, il n'est pas allé aux États-Unis ou quoi que ce soit. » Que c'est d'aller vérifier l'information qu'ils vous ont donnée. Puis s'ils disent « Ah, ben pouvez-vous... c'est quoi votre nom? Au pire, on va aller chercher l'argent. Faites-nous... donnez-nous... votre numéro de compte bancaire, non, parce que vous ne savez pas qui que au téléphone, c'est qui votre interlocuteur. Comme j'ai dit, on pose des questions que seule la personne de votre famille peut répondre. OK, ben je veux parler à mon petit-fils ou OK, demandez-lui c'est quoi le nom de ses parents. Moi, je veux savoir. Mais tu sais, une question que votre petit-fils est le seul à savoir. Puis s'ils disent « Ah, ben là, il ne peut pas vous parler ou on n'a pas le temps », ben là, posez-vous la question, dites « Ah, ben c'est bizarre, s'ils sont avec lui, ils devraient être capables de répondre à la question. » Puis, posez-vous aussi la question, est-ce que l'histoire est crédible? Est-ce que mon petit-fils ou ma petite-fille a pu s'avoir fait arrêter aux États-Unis, puis que les policiers me demandent de l'argent? Est-ce que c'est crédible? Souvent, quand on prend du recul un peu, on se rend compte que les chances sont vraiment minimes qu'il s'est fait arrêter. Puis, je vous assure, la police ne demande jamais d'argent contre la libération de quelqu'un. C'est illégal, puis on ne le fera jamais. Puis, dans ce genre de fraude-là, c'est vraiment l'urgence. Ils viennent chercher vos sentiments, là, puis l'urgence, vite, vite, vite. Alors, faites attention, soyez prudents, puis prenez un petit pas de recul. On prend la peine de vous parler de cette fraude-là parce que c'est une fraude qui est majeure. Et pas parce qu'on est en train de se dire que ça va arriver à tout le monde, c'est pas le cas. Il y a des personnes qui prennent la peine d'être méticuleux et de vérifier vraiment les données au départ. Par contre, lorsqu'il y a une question affective qui s'ajoute à ça, bien, comme on l'a mentionné, c'est des démarches qui doivent se faire rapidement. Puis on veut prendre conscience que c'est peut-être pas vous qui allez vous faire prendre, mais peut-être quelqu'un de votre membre, de votre entourage, un membre de la famille. Donc assurez-vous vraiment qu'à ce niveau-là, vous êtes très prudent. Puis il n'y a pas d'éléments qui ne nécessitent pas d'une vérification plus approfondie de la situation avant de transférer un montant d'argent. Donc même si vous dites ça ne m'arrivera pas, c'est pas le cas. Malheureusement, il y a des personnes qui étaient très bien outillées et malheureusement ont été prises dans une fraude comme celle-ci. Donc on vous demande juste d'être très prudent à ce niveau-là. Au niveau des fraudes par Internet, ça devient de plus en plus grandissant. On ne vous cachera pas qu'il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs modes de paiement qui se fait par Internet. Avec les derniers temps, il y a plusieurs transactions qui ont été faites par des gens sur des sites qui sont légaux, mais qui amènent des possibilités de vivre une fraude à ce niveau-là. Donc, on dit qu'il n'y a pas de politique de remboursement qui est fait à ce niveau-là, à moins d'avoir un site qui est légal, qui est vraiment validé et qu'il y a une politique qui est mise en place pour ça. Sinon, avec PayPal, c'est une possibilité qu'on a de faire une transaction et avant d'avoir l'argent qui est transféré au complet à la personne à qui vous devez remettre ce montant d'argent-là, bien, il y a une vérification qui est faite puis il y a une réserve qui peut être prise sur l'argent en attendant que tout soit confirmé.
Les banques aussi ou les institutions financières légitimes, ben, ils ne demanderont jamais de cliquer sur un lien qui soit par courriel ou de transmettre des données bancaires par courriel ou un site web. Ils vont communiquer avec vous en mode papier, avec une lettre qui est officielle. Donc, comme ma collègue vous a dit tout à l'heure, c'est rare que la police ou que les institutions bancaires vont demander un montant d'argent puis que ça ne sera pas fait de façon légale et que vous allez avoir des documents officiels qui vous seront envoyés. Aussi, on vous dit d'acheter jamais d'un enrichisseur ou de quelqu'un qui a des mauvais sites d'enchères, des sites qu'on connaît plus ou moins. Il faut toujours faire vos achats là, avec des sites qui sont vraiment véritables pour s'assurer que vous subirez pas une fraude, que ce soit à court terme ou à long terme. Donnez jamais aussi vos données personnelles, qu'elles soient bancaires ou vraiment nominatives ou relatives à votre carte de crédit. Il y a des numéros qui sont mis en confirmation. C'est correct si vous avez fait un achat qui est vraiment validé à votre niveau. Mais si on vous demande d'inscrire ça dans un courriel, il faudrait faire des vérifications supplémentaires. Si vous êtes vraiment convaincu de la légitimité du site, c'est à vous de voir si vous êtes prêt ou vous êtes vraiment assuré que tout est correct et que vous voulez faire le transfert d'argent. On vous demande aussi de ne pas répondre aux courriels. Même de vous désabonner en cliquant rapidement sur un site ou pour enlever les autorisations. Il faut vraiment lire en détail ce qui est inscrit avant de pouvoir cliquer parce que des fois, ça va faire une acceptation au lieu d'un refus. Donc, installez-vous un logiciel de protection et demandez conseil si vous avez besoin avant de faire l'installation de soit ce logiciel ou avec des membres de la famille qui connaissent un petit peu mieux les réseaux sociaux avant de faire la transaction. Pour ce qui est des loteries, le tirage au sort ou des sortes de concours, on vous dit que vous n'avez rien à payer pour réclamer un prix habituellement quand c'est dans le cadre d'une loterie qui est légitime. Donc, les loteries qu'on connaît habituellement, qu'on achète soit au dépanneur ou qu'on fait par Internet, qui sont très connues, c'est légitime. Par contre, on vous dit de jamais envoyer d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas, comme on a dit, et les personnes en qui vous avez plus ou moins confiance. C'est important au niveau des loteries de ne jamais de donner des détails bancaires à la personne, puis de vraiment valider si le site est vraiment légitime en allant sur Internet et s'assurer d'avoir les bons liens qui sont sécurisés. On vous dit de faire attention aussi aux conditions d'une offre. Il y a souvent des petits frais cachés qui sont reliés à des loteries, à des tirages au sort. Donc, si vous n'avez pas vu les frais cachés qui sont là, ça peut venir avec une somme qui est quand même importante au bout du compte. Les coûts aussi pour les appels ou les textos, vous allez pouvoir avoir peut-être une petite surprise à un moment donné quand ils vous demandent de soit voter par texto, il y a tout le temps des frais qui sont reliés à ça. Donc, c'est une autre sorte de fraude que les gens subissent régulièrement depuis les dernières années. Je vous pose une petite question. Est-ce que vous devez vous demander, est-ce que j'ai participé à ce concours-là avant de répondre? Vous ne pouvez jamais gagner de prix dans le cadre d'un concours si vous vous êtes jamais inscrit à ce concours-là. Donc, avoir de l'argent qui tombe des arbres comme ça sans participer à un concours, c'est très rare. Donc, il faut souvent travailler, il faut souvent faire des démarches pour avoir un montant d'argent qui nous soit donné. Donc, comme ça, une surprise du jour au lendemain, il faudrait se poser la question. Au niveau des ventes pyramidales, c'en est une autre fraude qui fait ravage ces derniers temps. Donc, souvent, on va en entendre parler par les parents, les amis, qui cherchent à vous entraîner dans une vente pyramidale. C'est pas fait avec de mauvaises intentions, c'est pas avec une intention malveillante envers vous, c'est souvent avec des choses qui sont pas connues. Des petits détails qui n'ont pas été vus lorsque la personne s'est abonnée ou qui s'est impliquée dans une vente. La vente pyramidale, on passe d'une personne à une autre et c'est comme du bouche à oreille. À un moment donné, il y a plusieurs personnes qui font partie de cette vente-là qui ramènent des profits ou des gains à une certaine personne. Ce que ça amène aussi, c'est que des fois, il y a des stratagèmes qui sont ajoutés à ça qui sont illégaux. Et quand c'est proposé par un membre de la famille ou un ami, des fois, on est moins méfiant. Puis ça fait que la fraude, au bout du compte, vous allez être perdant là-dedans et qui peut amener vraiment des dommages, puis même la perte de crédibilité ou perte de confiance envers les membres de la famille. Ne prenez jamais aucun engagement, même sur un contexte qui est fixe, semble banal. Souvent, c'est fait sous pression, c'est fait avec rapidité. Donc, on fait des gestes qui sont peut-être impulsifs. Il faut être prudent au niveau de l'implication qu'on y met.
On vous demande aussi de jamais prendre la décision sans faire de recherche sur l'offre en question ou de demander des conseils à ce niveau-là sur les objectifs, sur le but de faire partie de cette vente pyramidale. Si on n'est pas convaincu que c'est sécuritaire à 100%, on vous conseille de ne pas embarquer dans ces sortes de ventes pyramidales-là. Moi, je vais vous parler des fraudes relatives aux services de rencontre. Hein. Quand on vieillit, ben, des fois, on est seul, on a le goût de rencontrer notre partenaire idéal. Puis là, on s'en va sur un site de rencontre, puis on commence à jaser avec les autres. Le risque qu'on voit beaucoup, c'est souvent que les gens vont sur des sites de rencontres qui sont pas légitimes et reconnus. On a aussi les sites de rencontres aussi outre-mer, de personnes qui viennent de l'Europe beaucoup. Et là, la personne, on commence à jaser, c'est un jeune homme ou une jeune fille, super fin, à tous les mêmes intérêts. On commence à lui parler un peu et au bout d'une fois ou deux, la personne elle commence à nous poser des questions. Il faut faire attention. La personne à l'autre bout, on ne sait pas si c'est une vraie personne. Est-ce qu'on parle vraiment à la bonne demoiselle ou le monsieur? Alors, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fraudeurs qui créent des faux sites de rencontres. Ensuite de ça, ils vont vous demander des renseignements personnels. C'est quoi votre âge, votre date de naissance? C'est quoi ta date de naissance? Plein de renseignements. Il faut faire attention. On ne donne pas nos renseignements personnels à quelqu'un qu'on l'a pas vu en personne puis qu'on ne connaît pas. Parce que ces personnes-là, avec vous trouvez ça peut-être banal, les petits renseignements, vous allez donner votre nom de famille, votre adresse, tout ça, mais pour un fraudeur, tous ces renseignements-là peuvent vous faire un profil de vous, puis par la suite, ils peuvent s'en servir pour, au niveau de faire des cartes bancaires, des chèques, ou du moins de faire de l'extorsion aussi avec ces renseignements-là. Il faut faire l'extorsion, c'est quand on menace quelqu'un, donne-moi l'argent, sinon je vais te faire une mauvaise réputation, quoi que ce soit. Il faut faire attention. Posez-vous la question, une personne que vous n'avez jamais rencontrée en personne, puis vous n'avez pas parlé, puis qu'elle vous déclare votre amour après quelques fois seulement au courriel, est-ce que ça se peut? Posez-vous la question. Puis souvent, dans ces fraudes-là, les gens vont demander, j'aimerais ça venir te visiter. J'aimerais ça venir te visiter, mais j'ai pas d'argent. Est-ce que c'est possible de m'envoyer de l'argent puis pour me payer le billet? Puis moi, quand je vais arriver, je vais te rembourser, je te le promets. On l'a vu souvent, les gens envoient de l'argent. Là, tout d'un coup, ça n'a pas marché, il m'en manque moins, ça n'a pas marché, la réservation. Puis, la personne renvoie de l'argent, puis, à un moment donné, pouf, la personne ne répond plus. Elle disparaît, puis ils viennent se rendre compte qu'ils ont perdu un gros montant d'argent. Et malheureusement, vu qu'il l'avait donné, la personne l'avait donné de son plein gré, ben, nous, on fait un rapport de police, mais les chances qu'on retrouve la personne outre-mer, c'est rare. Puis souvent, c'est peut-être même pas des gens d'Europe, c'est des gens ici qui se font passer pour des jeunes femmes ou des messieurs en Europe, au Zimbabwe, tous les autres pays. Alors, il faut être vigilant. On ne donne jamais nos renseignements écrits, surtout là. On ne texte pas nos renseignements personnels parce que les écrits restent, puis on ne sait pas qui est à l'autre côté de l'ordinateur qui est là. Puis, la meilleure chose, c'est de vérifier que les sites sont vraiment légitimes. C'est pas parce qu'on dit que les services de rencontre, ça peut être une fraude, que c'est nécessairement tous des sites où vous allez subir de la fraude. Donc, comme elle l'a mentionné, il y a des sites qui sont légitimes. Il faut vraiment s'assurer de faire le suivi ou de s'assurer que l'information que vous allez mettre, ça va aller à la bonne personne, puis vous allez vous assurer d'avoir un bon service à ce que vous avez demandé. Puis par la suite, il y en a beaucoup qu'on entend. Là. Il y a des gens que ça va fonctionner avec des rencontres qui sont faites à l'extérieur. Par contre, la majorité des dossiers que nous, on prend, c'est des personnes qui ont dû envoyer des montants d'argent et que malheureusement, cette somme-là d'argent n'a pas pu être récupérée et qui est devenue vraiment importante.
Puis des fois, il y a des signes, des sites aussi qui sont vraiment, ils vont vous demander des photos. Mais les photos, il y en a certaines personnes qui vont accepter. Ça va être fait de leur plein gré. Par contre, ces photos-là, il faut que vous soyez conscient qu'ils peuvent être repris ou envoyés et servir justement d'extorsion ou de menace pour transférer plus d'argent, sinon ils vont être publiés. Donc, c'est d'autres stratagèmes qu'on voit avec ce type de fraude-là au niveau des services de rencontre. Merci, Annie. Les prochaines fraudes qu'on va parler, c'est les fraudes médicales ou liées à la santé. Je vous dis, il n'y a pas une petite pilule miracle, OK? Il y a beaucoup sur Internet, on voit des gens qui disent « Moi, j'ai le remède miracle, c'est une petite huile, vous prenez ça une fois par jour, vous allez voir, votre santé va augmenter, vous n'allez plus avoir de problème, c'est contre le cancer, Il faut faire attention. C'est pas parce que ça a l'air légal, puis qu'il y a beaucoup de publicité, puis qu'ils font mettre un médecin qui parle de son expérience, que c'est un vrai médecin, que c'est un vrai site. Parce que moi, moi ou ma collègue, on pourrait s'habiller en médecin puis dire oui, je suis un médecin de telle place, j'ai fait une recherche. Assurez-vous d'aller voir des sources. Habituellement, si c'est un produit qui marche puis qu'il a été reconnu, d'autres sites vont en parler. Que c'est, si on voit un pop-up, des fois, on voit souvent ça, une annonce, c'est écrit sponsorisé. Mais si on va faire des recherches plus loin sur Google ou là, on voit, oh, ah non, c'est pas vrai, c'est juste une huile normale, puis ça n'a aucun effet. Alors, faut faire attention parce que même les produits, tu sais, il y en a, le produit naturel, ça peut être très grave pour votre santé aussi, là. Et ça peut coûter très cher, mais aussi votre santé. Si vous prenez n'importe quel produit, parce que vous avez vu une annonce et que ça avait l'air miraculeux, ben ça se peut que ça peut vous causer plus de problèmes. Parce que ces personnes-là, eux, si c'est des fraudeurs, ils vont en parler, mais ça ne leur dérange pas votre santé, là. Tant qu'ils ont de l'argent et qu'ils font des profits. On ne prend jamais d'engagement dans un contexte de vente suppression. Tu sais, si vous, c'est écrit, vous communiquez, « Ah, j'aimerais ça en savoir plus. Ah oui, mais prenez ça. » Puis là, en ce moment, il y a une belle promotion. Si tu achètes cette huile-là, tu peux avoir un long format à moitié prix. Puis si tu prends les 3 paquets d'huile ou de pilules, ben là, on peut te faire un package deal. Tu sais, c'est la même affaire pour les pertes de poids. Il n'y a aucune perte de poids sans qu'on travaille fort, là. Tu sais, qu'il y en a beaucoup qui essaient de vendre des produits de perte de poids. Puis les gens pensent qu'ils vont perdre 35 livres d'un seul coup en prenant ça. Puis souvent, il faut que tu achètes, ça coûte cher, il faut que tu achètes le gros paquet. Puis finalement, ben, tu perds un peu de poids, mais c'est parce que tu fais plus attention que le produit en tant que tel. Puis comme j'ai dit, je vais répéter, faites attention de la prétention de prouver que ce médicament-là, c'est un vrai médicament, que les professionnels de la santé, c'est peut-être pas un vrai professionnel de la santé. Ça peut être n'importe qui se fait passer pour un professionnel de la santé. Au niveau des fraudes reliées aux offres de services, on va le diviser en 2 parties. Donc, on vous dit, si vous avez déjà un fournisseur de services et que quelqu'un vous appelle pour vous offrir un meilleur prix, ça se peut que ce soit des compagnies ou des filières qui offrent le même service, par exemple quand on parle de télécommunications. Et là, qu'il va y avoir un petit échange pour s'assurer d'être la personne qui va offrir le moins, un forfait plus avantageux pour les gens. Ça, c'est légal, c'est correct. Mais lorsqu'on a des offres de services qui sont faites et qu'ils vous offrent un meilleur prix autre que vos services que vous avez actuellement, habituellement, il faut se poser quelques questions. Lorsque je vous dis, on change on le divise en 2 parties. Les offres de services, ça parle également des hommes ou des gens qui se présentent à la maison pour faire des travaux, des menus travaux que vous avez besoin. Exemple, changer une toiture, réparer une porte de garage, couper le gazon à votre domicile. C'est des gens qui vont se présenter, qui vont vous offrir un montant X d'argent pour les travaux ou le travail à effectuer. Et c'est à vous de voir, est-ce que vous trouvez que c'est adéquat comme montant d'argent? Et deuxièmement, est-ce que vous voulez aller avec cette personne-là que vous ne connaissez pas les données ou les détails?
Si vous voulez aller avec ce type de personnes-là qui viennent vous offrir des services à domicile, soyez prudent. Assurez-vous de faire vos vérifications au niveau de la personne, la compagnie à laquelle ils s'identifient, de vérifier si les documents sont valides et légaux. Sinon, passez par une firme ou les compagnies que vous connaissez qui sont déjà publicisées ou que vous connaissez dans votre secteur où ce que vous habitez. On vous dit également, méfiez-vous des offres qui sont faites pour une courte durée. Donc, on vous offre ça pour, exemple, une semaine. Manquez pas cette opportunité-là. Souvent, comme on vous l'a mentionné, les fraudes, c'est fait avec un élément de rapidité. Donc, on prend pas le temps de faire toutes les vérifications, puis on se rend compte que, oh, le délai il est presque terminé, puis on accepte de prendre ces offres de services-là qui sont faites. Donc, souvent, on se met un petit peu dans le trouble si on est un petit peu moins vigilant. On vous dit aussi de ne pas donner vos numéros de carte de crédit par téléphone. Idéalement, vous le faites en personne ou sur papier avec les bonnes institutions où vous savez que la compagnie, c'est légal. Et vous assurez de téléphoner au numéro qu'on vous offre pour vous valider si la compagnie existe bel et bien. Ça va vous assurer de trouver une source qui est sûre et de ne pas subir une fraude ou ce qu'on vous a déjà mentionné auparavant, que c'est difficile d'aller récupérer l'argent qui est investi envers quelqu'un et que c'est un site illégal. Aussi, on vous dit si quelqu'un se prétend représenter votre banque, téléphonez à votre banque pour valider qu'il y a une telle personne avec son identité qui s'est présentée à votre domicile, avec les intentions qu'elles avaient. Eux vont pouvoir faire leur vérification à leur niveau, prendre les informations en charge et on vous conseille d'appeler également le service de police pour valider l'information si c'est véridique ou non. Et les services, que ce soit bancaires ou de toutes les institutions, peu importe laquelle il s'agit, ou le service de police, on va s'assurer de faire la vérification puis de vous guider pour faire le meilleur choix possible. Donc, assurez-vous de choisir une place où ce que vous vous assurez d'avoir un bon service, que vous n'aurez pas de surprise et que c'est une offre qui est légitime. Et aussi, dernièrement, tout récemment, il y a aussi au niveau du service une fraude qui se passe en ce moment. C'est des personnes qui arrivent, qui cognent chez vous, qui disent qu'ils ont un permis ils disent qu'ils font partie d'une compagnie qui surveille l'isolement de votre maison. Et ils cognent à la maison et ils demandent est-ce que je peux, nous sommes une compagnie, nous sommes mandatés par la ville. C'est pour venir vérifier si votre maison est au niveau énergétique, elle est économique. Il faut aller voir dans votre entretoit. Ça, on a vu plusieurs dans les dernières semaines et ils sont très, insistants. Merci Annie. Ils sont très insistants et les gens, vu qu'ils disent ils sont mandatés, ils se présentent quand même bien, ils les font rentrer. Souvent, ce sont des gens qui, probablement, la ville ne permet pas ces permis-là, ne vont jamais donner des permis à des compagnies pour qu'ils viennent vérifier ce genre d'éléments dans votre maison. En plus de ça, ces personnes-là, souvent, vont faire du repérage. Ça veut dire qu'ils vont rentrer chez vous et ils vont regarder ce que vous avez chez vous pour peut-être par la suite donner cette information-là à quelqu'un ou revenir plus tard pour peut-être faire des intros. Alors moi, je vous dis, vous ne laissez jamais quelqu'un qui veut vous vendre un service rentrer chez vous. Vous êtes capable de parler en dehors de la porte, vous lui parlez, « je veux rentrer, je veux aller vérifier. Non, je vais vous rappeler. » Et par la suite, si ça arrive, vous pouvez soit appeler la compagnie qui représente ou appeler le service de police. Et le service de police va pouvoir vous dire non, effectivement, vous êtes la troisième personne qui nous appelle, c'est pas vrai. Ou la ville. S'ils disent qu'il y a un permis, que la ville leur a donné un permis, appelez la ville. Gênez-vous pas. S'il dit que c'est pressant, la personne dit donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous rappeler. Puis faites les vérifications. Parce qu'on en voit beaucoup de ce temps-ci sur notre territoire. Dès qu'il s'agit de votre logis, il faut vraiment le préserver. C'est votre place où ce que vous habitez. Donc, il faut juste s'assurer que cette place-là, elle se garde à vous. Toutes les gens qui peuvent rentrer à l'intérieur de votre maison voient les endroits, comme Valérie a dit, où les meubles sont placés, les caméras, les points d'entrée, les points de sortie, la pièce, comment elle est divisée. Donc, il faut vraiment être prudent. Juste quelqu'un qui vient, exemple, vous
portez une livraison, un colis que vous avez acheté ou une commande que vous avez faite pour un restaurant, prenez l'habitude de sortir à l'extérieur et de récupérer vos choses. Puis par la suite, vous rentrez à l'intérieur. Donc, on a mentionné là, au niveau de montrer dans le green ces choses-là, mais ça peut être simplement un détecteur, des détecteurs de mouvement ou les bornes d'incendie, ces choses-là qui sont à l'intérieur de votre maison. Parce que des fois, ça amène un élément d'urgence ou de sécurité à votre niveau. Vous dites, vous aimez mieux prendre la peine de valider tout ça. Mais des fois, c'est des arnaques. Les fraudeurs ont beaucoup de stratagèmes, puis souvent, ça passe très bien, mais pourtant, ça fait des dégâts. Puis si la personne est trop insistante, ne gênez pas pour lui dire « Moi, j'aime pas ça, j'appelle la police. » Ou vous fermez la porte, vous appelez la police. Ne vous gênez pas de nous appeler. Il n'y a aucun appel qui va être pris comme « Ah, il nous appelle pour ça. » Non, on prend tout au sérieux. Puis on préfère que vous nous appelez, puis que finalement, nous, on fasse les vérifications directement sur les lieux, puis qu'on vous dise « Ah, vous avez bien fait » ou « Ah, non, c'est vraiment légitime. » Au moins, vous allez être rassurés. Que ne pensez pas que vous allez nous déranger en nous appelant. On est là pour ça. La dernière fraude qu'on va vous parler, c'est les demandes de transfert d'argent, qui sont encore un autre fléau dans les derniers temps. Donc, un transfert d'argent, on englobe tous les montants d'argent qui doivent être envoyés à quelqu'un ou à une compagnie. Donc, c'est si quelqu'un vous demande un transfert de fonds qui ne correspond pas au montant qui a été entendu, aux travaux qui ont été entendus, aux envois de certaines personnes en particulier que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas eu l'information, faites vos vérifications avant de faire le transfert de fonds. Il s'agit probablement d'une fraude. Ou si on vous dit n'envoyez jamais d'argent, ni de données bancaires, ni de données relativement à votre carte de crédit, et là on le répète avant de terminer ces fraudes-là, tous ces documents-là ou ces données nominatives qui sont envoyées, qui vous concernent vous ou un membre de votre famille, que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas confiance, c'est un non. Donc, vous n'envoyez pas vos informations à ces personnes-là. N'acceptez pas de chèque ou de mandat dont la somme est supérieure au prix qui a été entendu. Donc, ça se peut qu'il y ait eu un montant, un dû qui doit vous être envoyé. Et si vous voyez un chèque qui arrive avec une somme d'argent qui est vraiment exponentielle et que vous vous dites, je comprends pas pourquoi il y a autant d'argent, posez-vous la question, faites l'appel pour vérifier, parce que souvent c'est un faux dépôt qui va être fait et malheureusement la fraude, ils vont aller retirer les sous et vous allez avoir subi la fraude au montant d'argent que vous avez eu qui était vraiment supérieur à ce que vous étiez entendu. Retournez le document à l'acheteur, puis demandez-lui de vous retourner le paiement exact et de vous livrer les articles comme qu'il se doit et que vous avez demandé. Sinon, si c'est des services, assurez-vous que les services qui ont été entendus également vous soient rendus comme prévu. On vous demande de consulter le site web de Centre Antifraude. On va vous le mentionner plus tard au niveau des ressources ou des personnes qui peuvent vous aider. Donc, le Centre Antifraude du Canada peut vous protéger contre ces types de fraudes-là. Le service de police est au courant de ces types de fraudes qui sont en place, qui existent. Et nous, on travaille de concert avec la Banque du Canada pour s'assurer que l'information qu'on a est à jour et de s'assurer que l'information qu'on va vous transmettre va avoir un suivi qui va être fait tant à leur niveau, au centre antifraude, qu'au niveau du service de police. Pour finir, on va vous parler de quelques conseils pratiques. Ça, c'est tout. Dans le fond, c'est un beau petit résumé de ce qu'on vous a dit tout au long de la présentation. On protège son identité. Hein? On ne donne pas son nom, sa date de naissance, puis tous nos renseignements personnels à n'importe qui. On fait attention au transfert, au virement d'argent. Comme m'a dit ma collègue, on ne donne pas nos renseignements, on ne vire pas de l'argent si on ne connaît pas la personne l'autre bord ou si on n'est pas sûr que c'est légitime. On vérifie les personnes. Hein, on parlait, si quelqu'un dit « je me représente, je suis de telle compagnie », ok, ben parfait, vous appelez la compagnie, vous demandez est-ce que cette personne-là travaille, est-ce que cette personne-là elle a un permis, est-ce que c'est vrai. On peut demander une carte, puis si vous êtes la carte, ça n'a pas l'air sûr. C'est vous le client, alors c'est vous vous avez le droit de demander plus de renseignements. Attention au téléphone. Hein, on ne sait pas qui est l'autre bord du téléphone. Hein, on a parlé des fraudes des grands-parents. On l'appelle, oui, je suis ton petit-fils, je suis la police. On le sait-tu vraiment? On sait-tu vraiment qui est l'autre bord du téléphone?
Je vous dis pas d'être toujours craintif à chaque fois que quelqu'un vous appelle et dit « Hey, je suis ton ami ». Ça se peut, mais tu sais, si c'est une compagnie ou que ça a l'air, l'histoire est un peu exagérée, posez-vous la question. Attention sur le web, les transactions, on protège nos informations, les transactions, quand on veut acheter sur un site, il y a une promotion pour un objet, on le veut. Est-ce que le site est légitime? Si je donne l'argent, est-ce que je vais l'avoir, l'objet que j'ai commandé? On vous a parlé de PayPal, c'est un très bon outil pour payer sur le site ou avec nos cartes de crédit. Des fois, les banques ont une protection pour ça. Les courriels ne sont jamais sûrs. Hein? On reçoit un courriel, vous envoyez des informations via un courriel, vous l'écrivez, ben c'est pas sûr. Parce que ça peut être envoyé, si vous vous trompez dans l'adresse que vous l'envoyez, puis un petit chiffre, une petite lettre, puis c'est envoyé à quelqu'un d'autre, puis ça donne que cette personne-là, ben c'est un fraudeur, ben vous pouvez vous faire prendre. Alors, on essaie d'écrire le moins possible d'informations personnelles, autant bancaires, dans un courriel. Oh, désolée, la message. Bon. Quoi faire si on est victime? Hein? C'est important. C'est vraiment important. Là, j'ai fait ça, puis, soit vous le savez, ou, là, je pense que je me suis fait prendre, j'ai laissé rentrer quelqu'un, ou, là, je suis plus sûre, j'essaie d'appeler le site, ou, puis là, c'est bloqué. Ben, on signale tout de suite la fraude à la police. T'sais, soyez pas gênés, appelez-nous, parce que nous, on connaît peut-être ce genre de fraude-là, puis on est capable de les relier avec plusieurs personnes. On va pouvoir faire une enquête. Puis, vous devez avoir, pour faire une réclamation à vos institutions bancaires, il faut que vous ayez un rapport de police. Souvent, ils vont vous demander, ben, allez au poste de police faire un rapport pour dire que vous avez été fraudé. Par la suite, on contacte son institution financière pour l'aviser de la situation, puis donner toutes les informations transmises à la facture. C'est important. Quand vous appelez, là, prenez tous les renseignements. Telle date, les courriels, si vous avez gardé les courriels, les transactions, les mots qui ont été dits, la personne, le plus de renseignements possible que vous avez, mieux c'est. Que vous les appelez, eux vont vous le demander. Nous aussi, la police, on va vous le demander. Si vous avez transféré de l'argent via un service de virement comme Western Union puis MoneyGram, ça, c'est beaucoup quand il faut envoyer à Outre-mer. Les gens ils disent « envoie-moi-le » ou des gros montants. Ben, c'est de communiquer avec aussi eux pour leur dire finalement, c'était une fraude, pouvez-vous canceller? Eux, du moins, ils vont essayer de retracer tout, puis ils vont faire leur démarche de leur côté. Mais si vous allez à retirer un gros montant d'argent, souvent dans Western Union ou c'est InstaCheck, souvent les personnes sont habituées des fraudes, alors ils vont vous poser des questions. Puis soyez pas étonnés qu'ils vous disent c'est un gros montant, ils vont vous dire OK, connaissez-vous le destinataire? Êtes-vous sûr que c'est pas une fraude? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous poser les questions. S'ils vous posent des questions par rapport à ça, demandez-vous, OK, si lui aussi me pose des questions, ça veut dire que lui, il trouve ça spécial, il trouve ça suspect. Est-ce que moi, je dois trouver ça suspect? Posez-vous la question. Si la situation nécessite, communiquer avec l'Office de la protection du consommateur. T'sais, dans le fond, si vous n'avez pas reçu l'objet que vous voulez ou le service, puis finalement, c'est un autre service, vous pouvez communiquer avec eux. Ils vont pouvoir vous dire « Ah, OK, oui, c'est une compagnie légitime, mais on va travailler avec eux. » Ou « Non, eux, on les connaît pas, c'est probablement une fraude. » Plus vous agissez, puis dès que vous vous en rendez compte de la fraude, c'est là qu'il faut agir. Il ne faut pas attendre parce que vous êtes gêné ou vous n'êtes pas sûr. Il faut agir vite. Plus que vous agissez rapidement, plus qu'on a de chances de canceller la transaction puis de retrouver votre argent. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui, par expérience, viennent une semaine, 2 semaines plus tard, ben souvent il est rendu trop tard. Là. La personne elle a fermé son site ou on n'est plus capable de la rejoindre, l'argent est disparu. Alors, dès que vous le savez, agissez, puis communiquez avec nous, puis toutes les autres institutions qui sont nécessaires pour vous aider. Mythe à détruire.
Les compagnies et les entreprises sont légitimes parce qu'elles détiennent des permis émis par le gouvernement. Ça, c'est faux. C'est pas parce qu'il y a un permis qui est émis par le gouvernement qu'ils sont vraiment légitimes. Parce que souvent, ils peuvent avoir l'air légitimes sur papier, mais que c'est des fraudes. Mais quand ils ont demandé un permis du gouvernement, ben la façade c'était légitime. Mais tout ce qui est en arrière de ça, c'est de la fraude. Alors, faites attention. Puis, des faux permis, ça peut arriver. S'ils disent, ah oui, le gouvernement, ça se peut que ça soit aussi des faux. Alors, il faut faire des belles vérifications. Tous les sites Internet sont légitimes? Non, ça, pas du tout. C'est facile de créer un nouveau site, puis, ou sinon, un site qui ressemble beaucoup à, on va dire, au Service Canada, on entend Bell, puis dans le fond, la personne, elle clique, elle croit que c'est le bon parce qu'elle voit le signe, tout est pareil, mais dans l'adresse en haut, c'est pas le même courriel. C'est écrit Bell, B-E-L-L-L. Faut faire attention. Sont pas toutes légitimes. C'est vraiment vérifier s'il y a un petit cadenas. Ça aide beaucoup à dire, ben lui, il est vérifié, c'est un site Internet vérifié, les autres, ils le sont pas. C'est vraiment des petits détails minimes qu'à l'œil, habituellement, quand on regarde l'adresse, qu'on ne va pas détecter cette petite erreur-là. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder lettre par lettre ce qui est écrit dans l'adresse pour vous assurer que c'est bel et bien la bonne inscription qui est faite. De là que quand vous recevez un courriel qui dise bonjour, si vous voulez avoir un forfait, vous êtes admissible pour un meilleur forfait Internet, cliquez sur ce lien-là. Moi, je dis souvent, non, cliquez pas sur ce lien-là, allez directement sur le site de la compagnie. Là, vous allez être sûr et par la suite, allez voir ou appeler. Mais ne cliquez pas. C'est soit d'aller sur le site, voir, OK, c'est vrai qu'il y a une promotion, puis des fois, on a un compte, hein. Peu importe que ce soit un compte bancaire ou quoi que ce soit, on a un compte avec un mot de passe, ben, en rentrant le compte, mot de passe, si c'est légitime, ça va être écrit dans nos courriels aussi, dans notre petite boîte courriel du site. Alors, faites attention, ne jamais cliquer sur le lien. Prenez pas pour acquis que c'est légitime. Il est possible de faire fortune facilement, mais seulement quelques personnes savent comment s'y prendre. Non. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui savent comment faire de l'argent en bourse, quoi que ce soit, mais souvent, ils ont des études. Puis, mais de faire de l'argent rapidement, on vous offre 1 000 $ par semaine, vous n'avez pas rien à faire, écrivez-moi en privé. Puis quand on pose des questions, souvent, moi, je mets Facebook, mais les gens disent, vous voulez de l'argent rapidement, communiquez avec moi. Puis là, quand les gens, ben, ça concerne quoi? Je vous écris en message privé. Écrivez-moi un message privé. Moi, dans ce temps-là, je fais, OK, mais pourquoi elle n'est pas prête à le dire directement aux gens? Pourquoi elle n'est pas prête à le mettre sur le site pour que les gens voient c'est quoi? Qu'elle veut absolument que je parle en privé. Faites attention. Puis, l'argent ne se fait pas facilement. Les fraudeurs ne s'intéressent qu'à des grosses sommes d'argent. C'est pas vrai. Souvent, dans les petites fraudes, ça commence par un petit montant d'argent. Puis, par la suite, ça va augmenter. Mais des fois, là, c'est tout un petit 100 $, un petit 50 $, des choses comme ça. Puis, quand tu accumules au bout des années, là, des années ou des mois, on se rend compte que la somme est très importante. Surtout au niveau des fraudes amoureuses, là, comme on disait, ces sites Internet de rencontres. Souvent, ça commence par « j'ai pas pu me payer, j'ai plus d'argent, mon loyer. » Parfait, on l'envoie un petit 100 $. Ben là, mon employeur, là, j'ai perdu, mais je suis en train de mes études. Là. Puis au bout de la ligne, on se rend compte qu'on a donné 5 6 000, puis on a déjà vu jusqu'à 30 000 $. Alors, c'est pas parce que c'est pas des gros montants exorbitants. Je m'excuse, hein, je l'ai mal dit. C'est pas des gros montants extraordinaires que c'est pas une fraude. La police puis les autres organismes rembourseront mes pertes? Non. Souvent, surtout avec la fraude, souvent on dit, ben vous étiez conscient, vous avez fait un contrat, vous l'avez donné. C'est très dur de récupérer l'argent lors de fraude. Plus facile si c'est avec une carte de crédit puis que c'est prouvé parce que là, les cartes de crédit ou les banques ont souvent une protection, puis dans le contrat, c'est écrit que s'il y a des achats, on va vous rembourser. Mais ça va être quand même à vous de prouver que c'est une fraude puis que vous l'avez faite en sachant que vous ne le saviez pas.
Mais si c'est de l'argent comptant, un transfert, c'est très difficile. C'est pas parce que vous portez plainte à la police que vous allez récupérer. Puis ça veut pas dire parce que si on sait c'est qui le fraudeur que vous allez récupérer votre argent. Parce que il peut être reconnu coupable même au criminel, mais ça veut pas dire qu'il va avoir les moyens de vous rembourser. Au niveau des chèques également, là, il existe des mandats poste qui sont beaucoup plus sécuritaires à faire au lieu de remettre un chèque en personne, ou ce qu'on ne sait pas nécessairement quand est-ce qu'il va être déposé, par qui il va être déposé. Donc, cette fonction-là est peut-être utile également. Puis, seulement l'argent intéresse les fraudeurs? Ben non, parce que dans le fond, les fraudeurs, ça peut être juste vos renseignements personnels. C'est sûr que l'argent, c'est une grosse chose, là, mais juste vos renseignements personnels ou se faire passer pour vous, les fraudeurs peuvent s'en servir, là. C'est pas nécessairement pour avoir de l'argent, c'est juste pour avoir peut-être un permis de conduire, avoir un passeport, créer un passeport. Alors, c'est pas juste de l'argent. Des fois, c'est les valeurs nominatives qui sont plus importantes pour faire des faux documents, des fausses cartes. Donc, comme elle a mentionné, vraiment, au niveau des passeports également, on voit ça. Donc, c'est pas l'argent qui est nécessairement l'enjeu, mais ça se répartit quasiment équitablement. Donc, il faut être prudent. Parce que s'il y a vos renseignements personnels, ils peuvent les utiliser pour avoir accès à de l'argent, à des prêts bancaires, quoi que ce soit. Mais ils peuvent aussi avoir accès aussi à des faux papiers, comme on l'expliquait. Donc, c'est très sensible. Donc, il y a des sites Internet qui vous permettent de vous protéger, que vous pouvez consulter en tout temps. Donc, des sites qui sont légitimes. Donc, le premier qu'on vous parle, c'est www.bureau-de-la-concurrence.qc.ca. Donc, le bureau de la concurrence, c'est vraiment pour aller chercher de l'aide, de l'information, pour s'assurer que nos transactions, que nos achats sont sécurisés. Donc, il y a une panoplie d'informations qui sont mentionnées, notées de la manière de fonctionner. Et il y a également, on appelle ça un forum de prévention, donc plusieurs questions qui sont posées, qui peuvent répondre à vos questions avant même d'effectuer votre achat. Donc, le numéro, il est inscrit également, c'est le 1-800-348-5358. L'autre site qui est important à savoir, c'est le www.centreantifraude.ca. Donc, le Centre antifraude du Canada vous permet de voir tout ce qui est les choses d'hameçonnage qui sont faites, les fraudes qui sont existantes et de vous indiquer comment les contrer, vous démystifier ces sortes de fraudes-là qu'on vous a mentionnées. Il y a un énorme bassin d'informations qui est présent sur le site. Puis ils vont vraiment vous mentionner avec précision les escroqueries qu'on voit, les diverses escroqueries qui sont présentes au niveau des derniers mois, des semaines. Donc, ils sont vraiment à jour sur qu'est-ce qui se passe au niveau des fraudes. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 1-888-495-8501. Donc, on vous dit, c'est des sites légitimes que vous pouvez aller consulter pour avoir de l'information en complémentarité avec ce qu'on vous donne aujourd'hui. On a aussi d'autres ressources. Il y a Equifax, puis TransUnion. Ça, c'est de les appeler. C'est, dans le fond, si vous voulez savoir si il y a eu des nouvelles transactions, quoi que ce soit, eux, ils savent. Alors, ils vont pouvoir dire, ah, ben, telle date, il y a eu une transaction qui était... Est-ce que c'est votre transaction qui semble hors du commun? Il faut aussi les aviser. Si vous avez été victime de fraude ou croyez être victime de fraude, c'est des aviser parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont regarder votre dossier. Puis si dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ils voient qu'une transaction concernant qu'est-ce que vous avez dit apparaît, ils vont vous en aviser. Puis ils vont communiquer avec les personnes responsables pour faire, dans le fond, couper cette transaction-là. C'est vraiment... Si je peux juste ajouter là-dessus, c'est qu'au niveau de Equifax et TransUnion, si vous avez subi un vol, tantôt on parlait d'introduction par infraction, mais un vol dans le véhicule, ou vol de votre sac à main, portefeuille, vos cartes, des fois on ne se rend pas compte de tout ce qui a été volé, puis il y a souvent des cartes qui sont parties et qui y a une transaction qui vont être faites par la suite. Eux, ils ont besoin de savoir que vous avez vécu un vol, puis tout ça, et que les cartes qui ont été prises, ou ils vont pouvoir vous renseigner sur comment canceller vos cartes.
Comme c'est ça. Puis c'est ça. Et si vous pouvez aussi payer, certains sites là-dedans, c'est que vous pouvez payer aussi un petit montant pour que vous ayez une protection pour tant d'années. Ça, c'est une chose aussi qui peut être faite. Alors, à chaque fois qu'il y a une nouvelle transaction qui est pas habituelle, ils vont communiquer avec vous. Nous avons aujourd'hui une nouvelle transaction. Est-ce que c'est vous qui avez fait la transaction? Ou à chaque mois, ils vont vous dire, bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il n'y a rien qui a changé. C'est ça, ça peut, si vous vous sentez, vous voulez être rassuré, c'est un service qui offre aussi. Il y a aussi les autorités des valeurs mobilières que vous pouvez communiquer si ça rapporte par rapport à des bâtiments, à vos biens. Là. Si la fraude a par rapport à vos biens, vous pouvez communiquer avec eux. Il y a l'Agence de revenus du Canada, que c'est aussi une autre ressource que vous pouvez appeler. Eux, encore là, eux aussi, ils vont vous parler des fraudes et tout. Puis aussi, vous allez pouvoir voir s'il y a quelqu'un qui a ouvert un compte avec votre identité. S'il y a une autre identité, parce que dans le fond, Revenu Canada, vous êtes supposé avoir seulement une personne, juste vous, et pas d'autres. Des fois, il y a des dépôts de chèques qui sont faits également, puis il y a des vols de courrier qui existent également. Donc, si vous deviez recevoir un chèque que vous ne l'avez pas reçu, bien, l'Agence de revenus du Canada peut valider, voir la date que vous étiez supposé de recevoir le chèque, s'assurer s'il y a eu un dépôt ou s'il n'y en a pas eu, avec l'aide de certaines institutions financières. Donc, vraiment, l'Agence du revenu, si vous avez des chèques qui sont déjà préenvoyés, tout dépendant de votre situation, ça permet de s'assurer de faire le suivi avec eux. Ça, puis les deux derniers adresses courriel, c'est si vous voulez signaler, dans le fond, c'est d'aller vérifier les renseignements. Tu sais, canada.ca, c'est tous les renseignements par rapport à vos, à notre identité. Les modes de paiement, ben, il y a plusieurs modes de paiement. Il y a le débit, hein, ça c'est les cartes bancaires de l'institution financière. C'est comme de l'argent, c'est la même affaire, ça va dans votre compte, sauf c'est une petite carte. Il y a le crédit aussi. Il y a Visa, Mastercard, les compagnies de magasins. Ça, c'est les cartes de crédit. C'est quand même très sécuritaire. Puis souvent, qu'est-ce qui est bien avec les cartes de crédit, c'est qu'ils ont une protection en cas de fraude ou de perte d'argent. Le comptant, ben, les billets de banque au Canada, US, Euro. Ça, c'est sûr que les billets de banque, il faut faire attention. Hein? Il y a des faux billets de banque. Alors, il faut les vérifier. Puis aussi, c'est sûr que si vous donnez, quand vous payez comptant, ben malheureusement, il n'y a pas, à part une petite facture, il n'y a pas de traces. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est habitué de payer tout le temps comptant, soyez vigilant que c'est la façon de payer qui est la plus à risque. Puis les chèques, puis les mandats poste, puis autres. Les chèques, c'est bien, mais moi, je vous dirais que s'il y a un gros montant, les mandats poste, c'est le plus sécuritaire. Parce que c'est où on l'accepte, c'est l'institution qui se prend garant de ce montant-là. Alors, si on reçoit un mandat poste, quoi que ce soit, on sait que la personne à l'autre bout, elle a l'argent, ou que vous avez l'argent, puis ils peuvent, si c'est pas légitime de l'autre côté, ils peuvent le couper et ne pas donner le montant à l'autre personne. Protection des institutions. Ben, dans chaque institution, il y a le contrat d'utilisation. Là, il faut faire attention. Ça, c'est quand vous allez dans une institution puis vous avez une carte de débit. Et ils vous demandent, dans ce contrat d'utilisation, ils disent de choisir un NIP. Mais il faut faire attention. Eux, l'institution, vous mettent responsable de votre NIP. Alors, si vous l'avez divulgué à quelqu'un d'autre, si vous l'avez écrit sur un papier parce que vous aviez peur de le perdre et que l'institution sait que vous êtes fait voler votre portefeuille, dans votre portefeuille, il y avait le NIP décrit, vous êtes responsable. Ils ne vont pas vous rembourser. Parce que selon le contrat, vous êtes responsable de garder votre NIP confidentiel et eux ne se dégagent de toute responsabilité si le NIP a été connu par une tierce personne ou
que vous l'aviez écrit. Il y a les caméras. C'est sûr que qu'est-ce qui peut être rassurant, c'est que chaque guichet a des caméras de surveillance, soit qui sont que le petit en haut puis le petit nip, ou dans l'endroit où il y a le guichet automatique. Alors, si vous êtes fait une fraude ou quoi que ce soit, c'est important de demander, ça va être la police, mais de demander qu'ils aillent voir les caméras, s'il y a des caméras. Profil d'utilisateur, les habitudes de consommation. C'est sûr que si vous avez, les institutions vont vérifier tout le temps vos habitudes. Hein? Bon, moi, j'ai mon loyer qui tend à tel mois, il retire, a fait quelques achats, là, ses cartes de crédit. Mais si éventuellement, à un moment donné, il y a une transaction inhabituelle, un gros montant tout d'un coup, ça se peut qu'ils vous appellent pour dire « Ah, là, on l'a vu qu'il y avait un montant de 10 000 $ qui a été retiré ou que vous avez demandé. » Ils vont vous poser des questions. Ils ont le droit de vous poser. Dans le fond, dans ce moment-là, si c'est vous qui avez pris le 10 000 $ pour des rénovations, ben vous dites « Oh oui, c'est pour des rénovations. » Sinon, si vous vous rendez compte que non, j'ai pas fait de ces transactions-là, surtout les cartes de crédit, des fois, là, on s'est peut-être fait voler nos cartes de crédit, on s'en est pas rendu compte. Il y a eu des transactions, puis il dit, oh là, 3, 4 affaires de gaz dans la même journée, c'est-tu normal? Ben à ce moment-là, il faut aviser que non, c'est pas normal. Vous leur dites et d'aviser votre service de police. Tout se justifie. Donc, lorsqu'il y a eu des transactions, si on est capable de les expliquer, il n'y a pas de problème. Puis même si on subit une fraude, faut pas avoir honte, faut pas avoir de crainte de le mentionner, parce que sinon, ça a des représailles beaucoup plus... ça peut jouer au niveau de l'affectif, ça peut jouer au niveau de la confiance en soi, la crainte de sortir, la crainte d'en mentionner aux membres de la famille. Ne soyez pas gênés, ça peut arriver à tout le monde. Donc, vraiment, pour votre sécurité et pour votre bien-être, assurez de dire vraiment les transactions qui ont été faites, les envois, les montants d'argent qui ont pu être placés ou mis de côté pour quelqu'un. Donc, soyez précis au niveau des institutions, mais aussi au niveau du service de police, de ne pas compter, de garder des petites choses et de ne pas les dévoiler. Puis, l'argent qui est gardé à la maison, faites attention. Faut pas garder, il y en a qui appellent ça des bas de laine, donc garder un montant d'argent qui est placé à quelque part à la maison, à différents endroits. C'est correct de garder un montant d'argent à la maison pour des imprévus ou devoir... Mais la quantité, c'est sur cet élément-là qu'on joue. Donc, il y a des endroits où c'est peut-être plus sécuritaire d'aller l'apporter comme des institutions financières reconnues ou un coffre-fort. Donc, ces endroits-là sont peut-être plus appropriés parce que s'il arrive une introduction par infraction à la maison, souvent ces sommes d'argent-là sont trouvées et malheureusement sont perdues. Il n'y a pas de dédommagement à ce niveau-là. La même chose quand vous allez au guichet automatique ou vos déplacements, assurez-vous qu'ils soient sécuritaires. Vous pouvez même les mentionner à quelqu'un de votre voisinage, que ce soit une voisine, un membre de la famille, que vous avez des transactions peut-être importantes à faire à un endroit, qui vous accompagne pour y aller. Si vous allez au guichet automatique également, de regarder quand vous rentrez qui est là à l'intérieur, ceux qui rentrent après vous, de vous retourner, vous assurer. Des fois, il y a des gens qui se placent derrière nous, qui regardent au-dessus de notre épaule, voir le nid, ça existe encore. Soyez juste prudents. Je ne vous dis pas d'avoir de crainte parce que c'est pas répandu, mais ça reste que ça peut arriver. Et si vous êtes mal à l'aise de rentrer dans l'institution financière, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au guichet automatique, attendez que les gens sortent et que lorsque vous serez seul, vous pouvez rentrer. Puis si vous êtes encore mal à l'aise de cette situation-là, il existe encore des personnes qui peuvent vous aider à l'intérieur des institutions financières. Si vous êtes en train de faire une transaction au niveau bancaire, puis il y a quelqu'un que vous ne vous sentez pas à l'aise, cancellez. Puis vous partez, puis vous attendez, puis vous revenez. C'est pas parce que vous êtes en train de le faire là que vous pouvez pas canceller. Puis ça, c'est pour venir aussi avec le développement des nouvelles technologies. Bon, maintenant, au niveau des guichets, on s'entend que maintenant, on n'a plus besoin de compter notre argent, mettre ça dans un... on fait juste mettre, eux, ils comptent. Que ça aussi, au niveau de la nouvelle technologie, ça aide parce que souvent, on comptait, on se sentait mal. Puis ça pouvait être, les gens en arrière de nous pouvaient voir le nombre de montants qu'on mettait dans notre enveloppe. Là, maintenant, on sort, fou, on met tout ça, c'est calculé, ça aide beaucoup. Si vous oubliez votre carte également, il y en a qui vont l'oublier dans le guichet. Donc,
ne soient pas inquiets. Après un certain temps, la carte va rentrer à l'intérieur du guichet et l'institution financière va communiquer avec vous comme quoi qu'il y a eu un oubli. Et s'il y a quelqu'un qui part avec la carte et que vous vous rendez compte que vous ne l'avez plus dans votre portefeuille, appelez tout de suite pour dire que vous n'avez plus votre carte, que vous l'avez perdue. Ils vont la canceller temporairement ou si vous voulez carrément qu'ils la cancellent, ils vont vous en envoyer un autre par la suite ou ils vont vous demander de vous déplacer. Puis, les nouvelles protections, aussi la carte à puce. Maintenant, la carte à puce, c'est fantastique parce qu'on rentre et on doit rentrer notre NIP. Puis, c'est même presque mieux que le PayPass. Ça, si vous pouvez rentrer avec le... Là, c'est sûr, en temps de COVID, c'est un petit peu plus difficile. Les gens ne veulent plus toucher au piton, comme on dit. Mais, gênez-vous pas quand, après ça, quand ça sera plus le COVID, d'utiliser plus la carte aux puces. Parce que au niveau du PayPass, ils ne demandent pas votre identité, ils ne demandent pas une signature ni un NIP. Puis certaines en fait c'est 100 $, ou il y en a même que c'est en cause 250 $, que la personne, si elle trouve votre carte, elle pourrait utiliser le PayPass, là, c'est de faire attention. Puis la carte aux puces, ben c'est une protection aussi pour vous. Pour les transactions, parce que quelque chose qui est passé PayPass, bien vous dites que « Oh non, ma transaction, moi j'ai faite en carte à puce », ça laisse une trace. Pour la suite, on va vous parler brièvement, là, on vous a fait un peu le topo des fraudes. On a essayé d'être le plus concis possible, de vous donner les endroits où aller consulter. Mais tu sais, la fraude, c'est comme une bébite noire, donc il y a beaucoup de choses qui sont particulières, mais n'hésitez pas à vous informer, à demander conseil. On est là pour ça. Vous avez une policière aussi dans votre secteur qui est à la prévention, donc Cathy Laframboise, qui va être disponible pour répondre à vos questions. Puis sinon, on vous fera suivre à qui de droit au niveau des personnes dans votre secteur qui vont pouvoir vous transmettre l'information supplémentaire s'il y a des questions par la suite. Les numéros de téléphone puis les adresses vont apparaître à la fin de la présentation en bas de votre écran. Alors, je vous suggère de les noter lorsqu'ils vont apparaître pour communiquer avec nous. Donc, pour terminer, ben, les billets de banque en polymère, c'est les derniers qui ont apparu. Il y en a différents. Les coupures sont différentes, les dessins sont différents également. On fait un bref résumé de qu'est-ce qu'on peut revoir sur les bandes, sur les billets d'argent. Donc, il y a souvent les reflets, les visages métalliques. Lorsqu'on bouge le billet, qu'on va voir qu'il y a un transfert de lumière. Il y a une bande souvent transparente qui est mise sur le côté, qui est dur à reproduire. Pour les fraudeurs, c'est souvent, ils vont être obligés de faire du copier-coller. Donc, on va faire des collages. Lorsqu'on touche le billet, on voit que la bande a été ajoutée. Donc, c'est une manière de voir qu'on a un faux billet en sa possession. Les visages sont souvent pas très clairs, flous. Il y a des textes aussi qui sont inscrits souvent transparents. Donc, quand on les bouge, on les voit, là, comme sur le billet de 20 $, ça va être plein de petits 20 qui vont être inscrits. Il y a toujours l'encre en relief que vous pouvez toucher au niveau des mots qui sont inscrits, les vestons des gens, les gros chiffres qui sont écrits également. Donc, en y touchant, vous allez percevoir là, que c'est texturé. Avec les faux billets, ben, c'est très très lisse. On voit que c'est du papier là, qui n'a pas été avec de la gravure qui a été fait par-dessus, puis que il y a un relief. Il y a d'autres petits chiffres qui sont inscrits ici et là qu'on peut voir à la loupe. Les édifices ou les monuments qui sont faits sont aussi métalliques, qui vont changer de couleur tout dépendant lorsqu'on déplace avec la lumière. Il y a aussi les bordures de feuilles d'érable qu'on voit qu'il y a une bordure qui est un petit peu plus en relief. Et également, lorsqu'on regarde dans la petite feuille d'érable, exemple, qu'on voit sur le 20 $, il y a une petite feuille d'érable qui est fait là, givrée, qui est aussi dure à représenter. Donc, c'est un élément qu'on peut vérifier, là, qui va être ajouté ou collé. Puis, il y a un petit chiffre caché. Donc, si on prend une lumière, soit une lumière de téléphone cellulaire, qu'on recule un petit peu plus loin à une distance de bras, on va voir un petit chiffre à l'intérieur de la petite loupe qui est translucide pour voir que le chiffre va correspondre à la bonne coupure. Donc, souvent, les fraudeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre des petits billets qui vont
brisées, qui vont reprendre les bandes, tout ça, mais avec une grosse coupure. Donc souvent, ben, le montant d'argent, donc pour un 20 $, exemple, on va mettre une petite coupure, une bande métallique de 5 $. Donc lui, ça lui a coûté 5 $, mais avec le 20 $ qui a été modifié, ben, il vient de faire un gain d'argent. Donc ça fonctionne habituellement comme ça. Donc, si vous voulez d'autres informations là, sur les billets, parce qu'il en existe beaucoup, il y a l'argent américain, il y a toutes les coupures qui sont là, qui sont mentionnées, mais aussi l'argent canadien. Sur le site de la Banque du Canada, l'information est là, puis si vous avez besoin de conseils également, je suis outillée pour pouvoir répondre. Donc, passez par votre policière communautaire, elle me transférera l'information avec les numéros de téléphone que vous allez voir apparaître, puis on vous fera le suivi ou on vous aidera avec de l'information supplémentaire. Donc, en conclusion, les fraudes sont facilement détectables. Il faut juste être très prudent, s'assurer de faire nos vérifications d'usage qu'on doit faire une transaction. Et si on a des questions, arrêtez tout. Si vous avez le moindre soupçon, on fait les validations par téléphone, en personne, ou on contacte des personnes de référence pour valider, puis par la suite, vous serez plus adéquat pour faire la transaction si nécessaire. Au niveau des fraudes, bien, ils ont des conséquences qui sont souvent coûteuses et qui ont de l'impact à long terme. C'est le pourquoi qu'on vous rencontre aujourd'hui pour essayer de vous donner l'information juste et vous aider à ajouter un élément, une petite étincelle pour se poser la question si c'est une fraude ou non. Donc les conséquences vont avoir lieu au niveau criminel. Si elle est faite de plein gré ou s'il y a un gros montant d'argent, il y a des recours qui sont faits au niveau criminel. L'obtention ou remboursement de crédit. Quand il y a eu beaucoup d'argent qui a été transféré, une grosse fraude, après ça, si on doit dédommager ou rembourser, des fois ça vient lourd, puis c'est dur à devoir contrer cette fraude-là, puis à obtenir un crédit par la suite, s'il y a eu beaucoup de transactions qui ont été faites, ça a un impact également. On a une responsabilité de la dette. Donc, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait, on doit absorber la dette qui a été faite si on a une obligation envers un service, envers quelqu'un, parce qu'on avait pris un contrat, une entente de fait. Donc, cette responsabilité-là reste à vous, même si ce n'est pas vous qui avez fait la fraude. Et il y en a beaucoup qui trouvent qu'au niveau de la réputation, au niveau affectif, c'est ce qui fait le plus mal. Donc, il ne faut pas avoir de honte, ça l'arrive. Il faut juste être capable de le mentionner et d'être mieux outillé pour pouvoir faire face à ça. Donc, au niveau de la réputation, soyez pas inquiets. Les gens sont habitués d'en voir et ils vont vraiment vous outiller pour que la prochaine fois, ça se fasse adéquatement. Donc, je vous remercie. Mon nom est Nirka. À l'agent Tismart. Ça a été une grosse présentation parce que les fraudes, il y en a beaucoup. Alors, gênez-vous pas pour réécouter plusieurs fois la capsule. Alors, on va attendre. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci. Merci.